Septembre 1815. Elle les compta. Eloan Radcliffe se tenait à la fenêtre orientée vers l'est de Fell House, son souffle embuant la vitre froide, et elle compta. Les soldats arrivaient en colonne à travers la haute lande, leurs manteaux rouges formant des taches petites et vives sur le fond gris-vert des cheviers, comme des gouttes de sang sur du vieux lin. Elle compta jusqu'à 50 avant que la colonne ne disparaisse derrière la colline, et elle les perdit de vue un instant. 50 hommes, un matin de septembre, traversant la lande vers sa porte. Ses mains étaient froides. Elle les appuya à plat contre le rebord de la fenêtre pour les empêcher de trembler, et le chêne était humide de la pluie de la nuit, ce qui la stabilisa plus que n'importe quel acte de volonté. Il était parti. Elle l'avait entendu ou rêvé. Elle ne pouvait toujours pas être certaine du doux gémissement de la lourde porte d'entrée à 1 heure avant l'aube, alors que l'obscurité était totale à l'extérieur, que le vent était tombé et que la lande était plongée dans un silence si complet qu'on aurait dit un souffle retenu. Elle était restée immobile pendant 1 minute entière avant que son corps n'accepte ce que son esprit savait déjà. Puis elle était venue à cette fenêtre et avait regardé la cour vide, l'herbe pâle et la porte qui s'ouvrait sur son loquet. 3 semaines, 22 jours. Tu me souilles. Elle s'était détournée de la fenêtre et avait appuyé son dos contre le mur à côté. La pierre était froide à travers sa robe du matin. Le froid qu'elle avait cessé de remarquer ces 2 dernières semaines. Le froid qui appartenait à Northland et à Fell House, tout comme le cri du courroux appartenait aux hauteurs, et elle se força à respirer lentement. Elle réfléchit à ce qu'elle allait dire. Elle répéta 1 fois, 2 fois, ses lèvres bougeant silencieusement. Il n'y a personne ici. Il n'y a jamais eu personne ici. Je suis seule avec mon oncle et ma femme de chambre. Elle était une menteuse extrêmement mauvaise. Elle alla mettre la bouilloire sur le feu parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire, et le fait de faire quelque chose d'ordinaire, de soulever la bouilloire en fer, la poignée froide effleurant sa paume, et le bruit métallique de la bouilloire posée sur le feu, était ce qui se rapprochait le plus du courage. 23 jours plus tôt, dans la nuit du 3 septembre, on avait frappé à la porte après minuit, non pas poliment, mais d'un martèlement rythmé et soutenu, qui traduisait davantage le désespoir que les bonnes manières, et Eloan avait quitté son lit étroit avant même d'avoir repris pleinement conscience, les pieds sur la pierre froide, la main cherchant instinctivement son châle dans l'obscurité. Peg, la domestique, ne bougea pas. Elle dormait avec la conviction évangélique des jeunes et des épuisés. La chambre de l'oncle Silas était silencieuse. Eloan prit la bougie de Swift sur la table du palier et descendit seul. L'homme sur le perron était maintenu debout par un autre homme. Ce fut sa première pensée claire. Il ne tient pas debout, il est soutenu. Le deuxième homme était plus âgé, avec une allure de soldat et un visage marqué par des décennies d'intempéries. Il parla avant qu'elle n'ait pu formuler une question. « Je vous demande pardon, mademoiselle. Il a besoin d'un médecin. Il n'y a pas de médecin à moins de 10 miles en qui j'ai confiance, et il sera mort avant le matin si je le porte plus loin. » « Mon père était médecin, dit Eloan, ce qui n'était pas exactement une réponse, mais c'était la chose la plus pertinente qu'elle pouvait offrir. Elle approcha la bougie de l'homme qui était retenu, et la lumière éclaira un visage pâle comme du bouleau écorcé, luisant de sueur fiévreuse, la mâchoire crispée contre ce qu'elle soupçonnait être une douleur intense. Ses yeux étaient ouverts. Cela la surprit. Ils étaient copieux, intenses, fixés sur elle avec une expression qui n'était pas tout à fait consciente, mais pas tout à fait éteinte non plus. « Une blessure au couteau, dit l'homme plus âgé. Côté gauche, depuis 4 jours. La fièvre s'est déclarée hier. 4 jours, et vous ne l'amenez qu'aujourd'hui, dit-elle. Elle recula pour ouvrir la porte plus largement, et les 2 hommes entrèrent. Elle remarqua que le poids de l'homme inconscient se déplaça, qu'il se pencha, se redressa un instant avant que l'effort échoue, et qu'il s'affaisse à nouveau. Il essayait de ne pas être un fardeau. Elle le remarqua. Elle ne savait pas pourquoi cela avait de l'importance, mais c'était le cas. « Votre nom, dit-elle à l'homme plus âgé, car elle ne pouvait s'adresser à aucun d'eux sans nom, et les noms étaient une sorte d'ancrage. Croft, une hésitation presque imperceptible. Thomas Croft et son autre hésitation plus longue, dit l'homme appelé Croft, et elle entendit dans cette seule syllabe tout ce que contient une hésitation avant un nom. Le choix minutieux, l'offre délibérée de quelque chose d'approximatif plutôt que de vrai. Elle rangea cela dans le compartiment de son esprit qu'elle réservait aux choses qui exigeaient de la patience. « Monsieur Gray, dit-elle sans inflexion, par ici. » Elle le conduisit dans l'ancienne salle d'examen de son père, au rez-de-chaussée,
celle qu'elle utilisait désormais pour ses herbes et ses teintures, la pièce qui sentait encore le camphre et le romarin séché, et quelque chose en dessous, quelque chose de ferreux et d'aigu qui était l'odeur particulière de son père, et dont elle ne connaissait pas le nom et qu'elle ne pouvait donc pas recréer. Elle dégagea le plan de travail. Elle alluma 3 bougies supplémentaires. L'homme appelé Croft l'aida à allonger le blessé sur la table et elle découvrit la blessure. Elle avait vu pire. Son père l'avait amené au chevet des malades. Elle n'aurait peut-être pas dû y assister car il croyait que le savoir n'avait pas de genre et qu'elle y avait droit. Elle avait vu des blessures par balles, des accidents dans les moulins et 2 cas de choléra pendant le rude été de 1807. Elle avait vu les mains de son père à l'œuvre, rapides et sûres, et elle avait observé chaque mouvement jusqu'à pouvoir le reproduire. Elle n'avait jamais été délicate. Elle considérait cela comme un défaut de caractère dans le sens où il aurait été plus approprié pour une femme de sa position d'être délicate, et elle n'y était pas parvenue. La blessure au couteau était profonde, mais n'avait touché aucun organe vital. Le problème venait de l'infection. La chair autour était chaude et enflée, tendue, et la peau de l'homme avait une couleur tout à fait anormale. Elle la nettoya avec la préparation à base de lavande et d'alcool qu'elle gardait précisément dans ce but. Ses mains étaient fermes, son esprit cataloguait tandis que sa bouche posait des questions. Comment cela s'est-il produit? Il ne peut pas vous répondre, dit Croft. Je vous pose la question, dit Croft. Je vous demande des missions. Elle leva les yeux de la blessure. Il ne peut pas vous répondre. L'homme plus âgé répéta, le regard fixe et sérieux, et dit, c'est la réponse. Vous n'obtiendrez aucune autre réponse de ma part ce soir. Il en le regarda longuement. Elle décida qu'il n'était pas un homme malhonnête. C'était un homme qui gardait un secret, ce qui était différent. Je vais devoir rester avec lui toute la nuit, dit-elle. La fièvre doit baisser, sinon tout ce que je ferai n'aura aucune importance. Demain matin, vous pourrez rester si vous le souhaitez. Je ne peux pas, dit Croft. Il se dirigeait déjà vers la porte. Il s'arrêta et se retourna. Il y avait quelque chose dans son regard. Elle ne parvenait pas à déchiffrer ce mélange complexe de culpabilité et d'espoir. C'est un homme bon, dit-il, peu importe son apparence actuelle. C'est un homme bon. Puis il disparut, la porte se referma, et les seuls bruits étaient ceux du vent et du feu, ainsi que la respiration superficielle et trop rapide de l'homme allongé sur la table. Éloigne approcha une chaise, serra son châle autour de ses épaules et commença la longue tâche de maintenir quelqu'un en vie. La fièvre tomba le 3e matin, juste après l'aube. Elle le sut dès que cela se produisit. Elle avait passé 3 nuits dans cette chaise, dormant par petites bouts, se réveillant pour vérifier la blessure, changer la compresse, lui faire boire de l'eau à la cuillère malgré ses lèvres gercées. Et elle avait appris à reconnaître le rythme précis de sa respiration, comme on apprend à reconnaître tout son important, de manière involontaire et complète, de sorte que la moindre variation la réveillait avant même qu'elle n'y pense. Lorsque la fièvre tomba, sa respiration changea, s'approfondit, ralentit. La texture de sa peau changea également. Le terrible éclat tendu fit place à quelque chose de plus ordinaire. La couleur revint progressivement. La mâchoire se desserra. Elle était en train de moudre des graines de prairies séchées. Lorsqu'il ouvrit les yeux et dit d'une voix rauque, « Le toit est en feu », elle se retourna. Il regardait le plafond. « Non, répondit-elle, c'est la lumière du matin qui passe par la fenêtre. » Une pause. Il tourna lentement la tête et la regarda. Ses yeux étaient gris-vert, de la couleur de la lande au-dessus de la maison par temps humide. Il se passait beaucoup de choses dans ce qu'elle aurait appelé une évaluation. Un catalogage rapide qui lui rappelait étrangement son père examinant un patient. Il faisait le point, décidait ce qu'il savait et ce qu'il ne savait pas. « Tu n'étais pas Croft, dit-il enfin. Non, Croft vous a amené ici. Je suis Elowen Radcliffe. Vous êtes à Fell House, à 11 kilomètres au nord d'Elm Wake. Vous avez une blessure au couteau du côté gauche et une infection consécutive que votre corps a contractée. Je suis soulagé de vous annoncer que vous venez de la vaincre. » Elle marqua une pause. « Vous pouvez me dire votre nom, mais je dois vous avertir que je me suis déjà fait une opinion sur celui que vous avez donné à Croft. » Elle observa son visage, la surprise qui s'y lisait, puis quelque chose qui, chez un homme au teint plus vif, aurait pu être de l'amusement. « Gray, dit-il. »« Oui, » acquiesça-t-elle aimablement. « Tout à fait. Une autre longue pause. Alors, combien de temps? » Alors, combien de temps? 3 nuits. Il ferma les yeux. Quelque chose bougeait derrière ses paupières closes. Ce n'est pas le sommeil, pensa-t-elle. C'est le calcul. Elle avait appris à reconnaître la différence. La blessure, dit-il sans ouvrir les yeux. À quel point est-elle grave? Elle réfléchit.
Elle n'aimait pas être imprécise sur les questions médicales. Cela lui semblait insultant pour les deux parties. Assez grave pour que vous ayez besoin d'au moins 2 semaines de repos complet avant de tenter quoi que ce soit de fatigant. Vous avez perdu du sang, vous avez combattu une infection et votre corps n'est pas en état de faire des exploits. La blessure est propre maintenant. Avec des soins appropriés, elle guérira complètement. Une pause. Sans soins appropriés, ce ne sera pas le cas. Il rouvrit les yeux et la regarda. Et cette fois, il y avait dans son regard quelque chose qui n'était pas de l'évaluation, quelque chose de plus calme. « Vous vous êtes assise avec moi, dit-il. 3 nuits. Mon père était médecin, dit-elle, comme si cela expliquait tout, ce qui était le cas, supposait-elle. Il resta silencieux un instant. Puis, « Merci, mademoiselle Radcliffe. » Sa voix avait changé. La sévérité de la maladie était toujours présente, mais sous-jacente, elle entendit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Une franchise, une gravité que les mots formels ne contenaient pas tout à fait, car ce merci était insuffisant et il le savait, et le disait quand même parce qu'il n'y avait pas de meilleur langage disponible pour exprimer ce qu'il voulait dire. Elle retourna dans sa suite dans la prairie. Ses mains étaient plus fermes qu'elle ne l'aurait cru. « Vous devriez dormir, dit-elle. Un vrai sommeil cette fois, pas un sommeil fiévreux. Votre corps en a besoin. » Il dormit. Et Éloin s'assit dans la lumière matinale de la pièce qui sentait son père et écouta le changement dans sa respiration et s'efforça de ne pas se demander qui il était. Elle trouva les papiers le 6e jour, alors qu'elle lavait ce qui pouvait être sauvé de son manteau. Elle n'était pas en train de fouiner. Le manteau était taché de sang séché et sale, et elle avait déjà découpé le côté gauche abîmé pour pouvoir accéder à la blessure. Elle essayait de nettoyer ce qui restait, et c'est pendant qu'elle travaillait le tissu dans le bassin, l'eau devenant froide autour de ses poignets, l'odeur du savon lui piquant le fond de sa gorge, que ses doigts trouvèrent la couture trop épaisse à l'intérieur du panneau de poitrine. C'est or et récemment, les coutures étaient plus serrées que les autres, plus délibérées. Elle posa le manteau, elle le regarda longuement. Le feu crépitait à l'étage. Elle entendit Peg s'agiter et, plus loin, la toux persistante de l'oncle Silas. Elle prit ses petits ficeux et décousit les coutures. À l'intérieur, une lettre pliée et en dessous, une liste. Elle déplia d'abord la lettre. Le papier était d'excellente qualité, épais, de couleur crème, avec un filigrane qu'elle reconnut comme provenant de la correspondance médicale de son père avec Londres. Du papier gouvernemental. La lettre était brève et ne contenait aucune formule de politesse, aucune signature. Elle décrivait dans un langage officiel soigné une mission visant à identifier et à appréhender plusieurs personnes nommément désignées, soupçonnées d'avoir vendu les positions des troupes britanniques à des agents bonapartistes dans les mois qui précédèrent Waterloo. Le document utilisait 3 fois l'expression « très secret ». La liste comportait 8 noms. Elle n'en reconnaissait que 7. Le 8e était celui du colonel Edmund Ashworth, en garnison à Newcastle. Son cœur fit un petit bond décisif. Elle replia les 2 documents avec un soin méticuleux, recousit la couture avec du fil presque de la même couleur que l'original, puis monta à l'étage pour voir comment allait son patient. Il était réveillé. Il essayait manifestement de s'asseoir, sans y parvenir tout à fait, et il s'interrompit lorsqu'elle entra, avec une expression à la fois digne et embarrassée, l'expression spécifique d'un homme capable confronté à la preuve de sa propre incapacité. « Non, dit-elle, je me sentais seule. Vous essayez de vous asseoir sans aide 6 jours après avoir été gravement blessé au couteau et avoir eu 3 jours de fièvre. Ne faites pas ça. » Il se rassit avec plus de grâce qu'elle ne l'aurait cru, ce qui suggérait que cette tentative lui avait fait beaucoup plus mal que son visage ne le laissait paraître. Elle ajusta l'oreiller derrière lui et essaya de ne pas remarquer à quel point ses mains étaient proches de ses épaules lorsqu'elle le fit, ni la chaleur de son corps à travers le lin de la chemise empruntée. « J'ai trouvé les papiers, dit-elle sans détour. Elle avait décidé, tout en recousant la couture, qu'elle en avait fini avec les approches prudentes. Il est resté immobile. « Je connais le lieutenant Ashworth, poursuivit-elle. Pas personnellement, mais de réputation. » Elle croisa son regard. « Je pense que vous devriez me dire votre nom, votre vrai nom. » L'immobilité dura encore un instant, puis lentement, comme s'il évaluait le poids de sa décision. « Remington, Major Gideon Remington, attaché au ministère de la Guerre, bien que mon régiment soit le 95e régiment de fusiliers. » Une pause. Le 95e n'existe plus en tant que tel. Tout change. L'armée, le pays, tout. Le 95e régiment de fusiliers. Elle connaissait ce nom. Tout le pays connaissait ce nom. « Waterloo ?» demanda-t-elle plus doucement. « J'étais là-bas. » Il regarda ses mains posées à plat sur la couverture
et quelque chose traversa son visage qu'elle reconnut. C'était l'expression d'une personne qui décidait de ne pas décrire quelque chose. La décision elle-même était une sorte de témoignage. Après cela, un autre type de travail était nécessaire. Identifier ceux qui avaient... Il s'interrompit, puis reprit. Des hommes sont morts à Waterloo qui n'auraient pas dû mourir. Des hommes qui sont morts parce que quelqu'un ici, en Angleterre, a dit aux agents de Bonaparte où les trouver. Le feu crépitait dehors, le vent soufflait sur la lande. Un long gémissement qu'Éloin avait entendu toute son enfance et qu'elle n'avait jamais cessé de remarquer. « Ashworth », dit-elle. Ses yeux gris verts se posèrent sur son visage. « Vous comprenez pourquoi je ne peux pas confirmer. Vous avez cousu un document contenant son nom dans la doublure de votre manteau. Vous êtes ici à 11 kilomètres au nord de sa garnison, avec une blessure au couteau d'origine suspecte. » Elle garda un ton neutre, même si sa poitrine était serrée. « Je ne suis pas idiote, Major Remington. »« Non, dit-il doucement. Je le vois bien. J'ai compté les jours 7 à 12. Les jours trouvèrent leur rythme. Le matin, elle changeait le pansement de sa blessure, qui cicatrisait bien maintenant, la rougeur intense s'estompant progressivement, à un rythme qu'elle pouvait mesurer. Elle avait mis au point un système de notes dans la marge de son carnet, une sténographie privée qu'elle avait apprise de son père, pour consigner ses observations sur la guérison. Elle y ajoutait chaque matin et essayait de ne pas remarquer que les entrées s'allongeaient au fil des jours, qu'elle notait des choses qui n'avaient rien à voir avec la blessure. 8e jour, le patient, manifestement droitier, attrape le verre d'eau sans le regarder. Rouge pendant 3 heures ce matin, CalPERS accomplit sa tâche. Le temps est maussade. Il remarque que le brouillard félon est le paysage le plus honnête d'Angleterre. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Jour 10, le patient s'ennuie, ce qui, d'un point de vue médical, est plus dangereux qu'une infection, selon mon avis professionnel. Je lui ai apporté un stylo et du papier. Il m'a remercié, puis a fixé la page blanche pendant 1 heure. Je n'ai fait aucun commentaire. Certains silences ne doivent pas être rompus. Elle a découvert qu'il était un lecteur comme elle. Non pas par décoration, mais avec avidité, il a étudié les textes médicaux de son père, avec la même attention qu'il accordait à la poésie, et prenant de petites notes dans les marges d'une écriture serrée et claire. Elle a découvert qu'il avait annoté un passage de l'anatomie de Bell sur les mécanismes de cicatrisation des plaies, et que l'annotation était d'un point de vue médical exact. « Où avez-vous appris l'anatomie » demanda-t-elle en tombant dessus. « Le champ de bataille vous apprend tout ce qu'il ne veut pas vous apprendre. » Elle n'avait pas de réponse à cette question. Elle se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur la cour et, au-delà, sur la colline. Elle pressa ses doigts contre les rafales froides et réfléchit à la connaissance, à l'endroit où elle se trouve et à ce qu'elle coûte. Il ne pouvait pas encore marcher librement. Sa blessure l'en empêchait. Mais il pouvait se déplacer lentement jusqu'à la chaise près du feu. Et c'est ce qu'il fit le 8e jour. Elle ne s'était pas attendue à prendre l'habitude de s'asseoir avec lui le soir. Cela s'était fait progressivement, sans décision délibérée. Elle venait vérifier le feu, il levait les yeux de son livre et elle ne partait pas immédiatement. Puis Peg apportait le thé et cela devint, sans que personne ne l'ait prévu, une habitude. Oncle Silas ne posait aucune question, ce qui était soit la sagesse des personnes âgées, soit leur incapacité. Il savait que l'homme était là. Fell House n'était pas grand. Il restait dans sa chambre le soir, occupé à sculpter le bois et à voir sa santé décliner, et s'il entendait des voix provenant de la pièce en dessous, il ne descendait pas. Eloane en était reconnaissante, mais aussi un peu triste, et elle essayait de ne pas trop s'attarder sur cette tristesse. Le 10e soir, elle a dérapé. Elle était assise à la petite table dans le coin, écrivant ostensiblement ses lettres. En réalité, elle travaillait sur la 4e partie de la brochure qu'elle rédigeait depuis avril, celle sur les lois sur le blé et leur effet sur les ouvriers agricoles du Northland. Elle l'écrivait sous le nom de E. Fell, ce qui n'était ni tout à fait une tromperie, ni tout à fait honnête, à l'image de la plupart de sa vie. Occupant l'espace prudent entre ce qu'elle pensait et ce qu'elle était autorisée à dire, elle s'est laissée absorber. Elle a oublié où elle était. Elle a écrit pendant 20 minutes sans lever les yeux. Et lorsqu'elle a levé les yeux, il la regardait. Son expression était attentive et indéchiffrable. Elle prit soudain conscience de la page devant elle et de l'urgence des mots qui y étaient écrits, ainsi que du fait que le stylo dans sa main n'était pas, à ce moment précis, en train d'écrire une lettre à Tabitha Holt. Elle tourna la page. Le mouvement n'était pas subtil. Il ne dit rien. Elle ne dit rien. Le feu faisait son petit bruit domestique. Dehors, Akuru poussa son cri particulier qui semblait toujours à Hello poser une question à laquelle il était impossible de répondre,
dans le langage humain. Tu as raison, dit-il finalement. Ce n'est pas une accusation, mais une observation, ajouta-t-il prudemment, comme s'il lui tendait la main. Tout le monde écrit, dit-elle. Oui, une pause. Tout le monde ne tourne pas la page. Elle posa son stylo, croisa les mains sur la page, ce qui était un geste insignifiant. Il avait déjà vu ce qu'il avait vu et croisa son regard. J'écris des pamphlets, dit-elle. Ces mots étaient fermes, ce qui la surprit. Elle ne les avait jamais prononcés à voix haute à personne, sauf à Tabitha. Et même avec Tabitha, elle les avait dit rapidement. Comme on dit quelque chose de dangereux dans l'espoir que la vitesse le rendra moins grave. Des pamphlets politiques sous pseudonyme, principalement sur les lois sur le blé et leurs conséquences pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter du grain au nouveau prix, sur les hommes qui rentrent de Waterloo et ne trouvent pas de travail, et sur leurs familles qui meurent de faim. Elle s'arrêta sur ce que le Parlement choisit de ne pas entendre. Le silence, pas un silence consterné, pas le silence qui précède la censure. Elle observa attentivement son visage. Elle savait qu'elle était extrêmement douée pour lire les visages. C'était l'une des choses que l'isolement de Northumberland lui avait apporté, l'habitude d'être très attentive, et ce qu'elle vit n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Il pensait, dit-il, elle sentit un frisson la parcourir. Quoi, il y a un pamphlétaire qui porte ce nom. Celui qui a écrit sur l'enclosure l'hiver dernier. Je l'ai lu à Londres. Il fit une pause, puis je le relus. Le monde se réorganisa légèrement. Vous, s'arrêta-t-elle, recommencez. Vous ne pensiez pas que c'était séditieux, considéra-t-il. L'argumentation est prudente. Les preuves sont méticuleuses. On aurait dit franchement quelque chose qu'un enfant de médecin aurait pu écrire, un enfant qui aurait grandi en voyant les effets de la pauvreté sur les corps. Il la regarda. En le lisant, je me suis demandé pourquoi l'auteur ne pouvait pas utiliser son vrai nom, puis je me suis souvenu de ce qui arrive aux gens qui utilisent leur vrai nom. Elle le fixait du regard. Elle en était consciente et ne semblait pas pouvoir s'en empêcher. « Vous pourriez me dénoncer, dit-elle. » Cela sortit d'une voix neutre, comme une affirmation plutôt qu'une crainte, car elle avait depuis longtemps décidé que la crainte d'une chose ne la rendait pas moins probable. « Je pourrais, admit-il, et puis je ne le ferai pas. Comment puis-je le savoir? » Il resta silencieux un instant, puis il dit « Vous avez changé le pansement d'une blessure. Je ne vois pas très bien dans une position où je ne peux pas me défendre pleinement pendant 10 jours. Vous avez caché mon existence dans cette maison à votre oncle et à votre femme de chambre. Vous êtes resté à mes côtés toute la nuit alors que je délirais et que je disais probablement des choses dont je serais mortifié si je m'en souvenais. Une pause. Je ne suis pas tout à fait sûr de mériter la confiance que vous m'accordez, mademoiselle Radcliffe, mais je trouve que je le veux, dit-elle en le regardant longuement. Gideon, dit-elle enfin, pour tester la sonorité de ce nom. Cela lui semblait à la fois présomptueux et juste. Eloan, dit-il, et la façon dont il le dit, le soin qu'il y mit, la façon dont ce nom s'installa dans sa bouche comme quelque chose qui avait du poids, la fit détourner le regard la première, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Jour 13 à 17. Il était plus fort dès la 2e semaine, assez fort pour marcher jusqu'à la fenêtre, assez fort le 14e jour pour enfiler son manteau et se tenir dans le jardin derrière la maison, pendant qu'elle récoltait les dernières lavandes d'automne. Les tiges étaient sèches et grises argentées, leur parfum s'élevant avec la chaleur de ses mains. Il se tenait debout, son bras valide appuyé contre le mur de pierre. Son visage était tourné vers la lande, et elle l'observait de côté pendant qu'elle travaillait. Les chevillettes étaient lourdes de nuages. Les fougères avaient pris la couleur de la vieille rouille. Il semblait y avoir un curlu quelque part au-dessus de tout cela. Le curlu et la cloche d'un mouton quelque part au-delà du mur, l'odeur de la terre froide et le parfum métallique de la pluie qui s'annonçait. On ne dirait pas l'Angleterre d'ici, dit-il. C'est plus ancien que l'Angleterre, répondit-elle. Le mur est à 5 kilomètres à l'ouest, le mur de Rien. Il se tourna vers elle. Tu as grandi avec ça, tu as grandi avec ça. Quand on est enfant, on grandit en pensant que toute l'histoire est locale. Elle coupa une autre tige de lavande et l'ajouta au bouquet. Quand j'étais petite, j'allais m'asseoir sur une partie du mur avec mon père. Il disait que c'était le meilleur endroit au monde pour réfléchir, car on était assis à la frontière entre deux conceptions différentes de la civilisation. Il resta silencieux un instant. « De quel côté étais-tu? »« Du côté romain, répondit-elle. Techniquement, même si mon père disait toujours que les Romains avaient un meilleur système de drainage, mais une poésie moins bonne. Le son qu'il émit, elle ne l'appellerait pas exactement un rire, mais cela s'en rapprochait. Spontané et bref, le genre de son qu'une personne émet quand quelque chose la surprend,
avant qu'elle ne se souvienne qu'elle doit rester prudente. Elle eut envie de recueillir ce son, de le mettre quelque part où elle pourrait le retrouver plus tard. Il était également en assez bonne santé pour être utile, ce qui était clairement important pour lui. Il réorganisa la bibliothèque médicale de son père selon un système qu'elle n'avait pas demandé, mais qu'elle devait admettre être supérieur au sien. Il répara la charnière du portail du jardin, qui battait depuis juin, et qu'elle n'avait pas su réparer elle-même, faute de connaissances en mécanique. Le 15e jour, il lui demanda s'il y avait quelque chose à réparer dans la maison. « Ton côté » répondit-elle. « À part mon côté. » Il y avait un loquet de fenêtre cassé dans le couloir à l'étage, lui dit-elle. Il le répara cet après-midi-là. Elle entendait le bruit discret de son travail tandis qu'elle était assise en bas, à son bureau. Le tapotement du marteau, le grincement de la fenêtre, une pause, puis le clic net du loquet qui se remettait en place. Elle ne savait pas pourquoi ce bruit lui faisait mal au cœur. Elle pensait que cela avait quelque chose à voir avec l'utilité et ce que cela signifiait pour un homme qui avait été fait pour l'action et qui, depuis 3 semaines, était réduit à l'immobilité. Le 17e jour, ils marchèrent ensemble jusqu'au mur de Rien. Elle se dit que c'était pour faire de l'exercice, qu'elle surveillait son rétablissement, qu'il était judicieux d'observer jusqu'où il pouvait marcher sans aggraver sa blessure. Tout cela était vrai, mais ce n'était pas pour cela qu'elle lui avait dit de mettre ses bottes après le petit déjeuner. Ils marchèrent presque en silence, ce qui n'était pas désagréable. Le sol était humide à cause de la pluie tombée pendant la nuit, et l'herbe sentait le vert et le froid. Un faucon cresserelle planait au-dessus de la lande, parfaitement immobile dans le vent, et Gideon le regardait avec une intensité qu'elle reconnaissait comme étant la façon dont il regardait la plupart des choses. « Ça te manque, dit-elle. »« Pas la question. On aurait dit qu'il ne faisait pas semblant de ne pas comprendre. »« Le mouvement, dit-il. Le mouvement me manque, le sens qu'il donne, la pose, même si je ne suis pas sûr que me manque soit tout à fait le mot juste. C'est plutôt comme si son absence m'avait fait prendre conscience de choses auxquelles je ne prêtais pas attention auparavant, comme le fait qu'il était resté silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il n'allait pas répondre. Ils avaient atteint le mur. Elle posa la main sur la pierre, par habitude. Ce premier contact à son arrivée, comme pour saluer quelque chose, et la pierre était froide et granuleuse sous sa paume. Des milliers d'années d'intempéries l'avaient façonné. Le silence, dit-il enfin, sa qualité particulière ici. La façon dont on peut entendre le vent changer de direction. Il regarda le paysage au nord, les pentes gris-vert et le ciel bas. Dans l'armée, dans n'importe quel rôle actif, il n'y a jamais de silence. Il y a le sommeil, et puis il y a le bruit. J'ai oublié ce que c'était que d'entendre ses propres pensées. Elle regarda son profil, la mâchoire encore un peu tirée par la maladie. La position de ses épaules, qui portaient quelque chose qu'elle ne pouvait décrire que comme une longue habitude de vigilance. « Et qu'en penses-tu » dit-elle prudemment. « Quand on peut l'entendre, dit-il en se tournant vers elle. Pendant un instant. Pendant un instant, le vent souffla entre eux et le faucon plongea, et le froid pesait sur sa peau, et ses yeux avaient la couleur du paysage lui-même, gris-vert, profond, et rempli de quelque chose qu'elle lisait et essayait de ne pas nommer. Eloane, la voiture de l'oncle Silas, venait de l'arrière de la maison. Elle était faible et paisible dans le vent. Elle recula. Elle n'avait pas remarqué qu'elle s'était avancée. « Nous devrions rentrer, dit-elle. » Sa voix était parfaitement calme. Elle en était plutôt fière. Gideon se retourna vers la vue nord pendant un instant. « Oui, dit-il, nous devrions. » Les jours 18 et 19, l'avertissement est arrivé le 18e jour. Elle se trouvait à la porte d'entrée, en train de parler avec Madame Blackburn, la fermière voisine. Elle n'avait pas engagé la conversation, mais elle était incapable d'y mettre fin avec élégance. Car Madame R. Blackburn était le genre de personne qui considérait la conversation comme un sport exigeant de l'endurance de la part de tous les participants. Quand elle vit Gideon à la porte de la maison, il observait l'allée. Son immobilité avait changé de nature. Ce n'était pas l'immobilité d'un homme en proie à des tourments, mais celle d'un soldat en état d'alerte. Suivant son regard, elle vit un homme sur un cheval bai qui remontait l'allée au pas, observant la maison. Le cavalier aperçut Gideon. Son cheval s'arrêta. Le cavalier fit demi-tour et partit au galop. Quoi qu'il se soit passé entre les deux hommes à cette distance, elle l'a vu passer. Une reconnaissance, un calcul et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'inquiétude. Et le vieux monsieur Headley dit que les prix fixés par la loi sur le blé ont rendu cela impossible. Madame Blackburn disait que c'était tout à fait impossible et sa femme m'a dit la semaine dernière. « Pardonnez-moi. Alon a dit que je devais rentrer. Elle est rentrée. » Gideon était déjà dans le couloir. Son expression changea.
La décontraction des 10 derniers jours fit place à quelque chose de plus dur et de plus urgent. Qui était-il? Demanda-t-elle. Quelqu'un qui va maintenant signaler où je me trouve. Il se déplaçait avec plus de hâte que sa blessure ne le lui permettait. Elle pouvait voir le léger blocage dans ses mouvements, le prix à payer pour se rendre dans la pièce où était suspendu son manteau. « J'ai besoin de m'asseoir, dit-elle. Il s'arrêta, se retourna. « Vous avez été blessé au couteau il y a 18 jours. Vous ne pouvez pas voyager ce soir. Je n'ai peut-être pas le choix. Vous aurez beaucoup moins de choix si vous rouvrez la blessure et que vous vous videz de votre sang dans la lande. » Elle croisa les bras. « Asseyez-vous. Dites-moi ce que j'ai besoin de savoir, et ensuite, nous déciderons de ce qu'il faut faire. » Il la regarda longuement. Quelque chose changea dans son expression. Ce n'était pas exactement de la capitulation, plutôt la reconnaissance qu'elle avait raison dans ce cas précis. Il s'assit. Elle s'assit en face de lui. « Parlez-moi d'Ashworth. » Le feu entre eux. Le bruit qu'il faisait. Il lui raconta que le colonel Edmund Ashworth avait, durant l'hiver 1814 et le printemps 1815, fourni les emplacements de 3 régiments de cavalerie britannique à un réseau d'agents bonapartistes opérant depuis Bruges. Des hommes moururent. Waterloo fut bien plus sanglant qu'il n'aurait dû l'être. Le ministère de la Guerre était au courant depuis 3 mois. Gideon avait été envoyé dans le Nord. La dernière mission d'Ashworth était à Newcastle, où il devait rassembler les dernières preuves avant l'arrestation. Il avait été attaqué sur la route pendant la nuit, ce qui signifiait que quelqu'un avait prévenu Ashworth de son arrivée. « Quelqu'un à Londres », avait-il dit. « Quelqu'un suffisamment proche de l'enquête pour connaître mon nom et mon itinéraire. Et maintenant, quelqu'un ici connaît votre emplacement. » Oui. Elle resta silencieuse pendant un moment. Le vent soufflait dehors. Elle pensa aux documents dans la doublure du manteau, au nom sur la liste et à ce que ferait le colonel Edmund Ashworth lorsqu'il apprendrait qu'un homme du ministère de la Guerre se remettait dans une ferme à 11 kilomètres de sa garnison. Elle pensa aux 50 hommes. Ce n'était pas un saut d'imagination. C'était une déduction. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, dit-elle, car elle y réfléchissait depuis des jours, et la décision s'était imposée d'elle-même à propos de mes brochures, des personnes avec lesquelles je correspondais, à la recherche d'informations sur l'effet des lois sur le blé sur les travailleurs. » Elle le regarda dans les yeux. « L'un de mes contacts à Hawick, un agent d'imprimeur, m'a dit il y a 2 mois qu'il avait des informations sur des officiers qui s'étaient enrichis grâce à la vente d'informations. Il n'a pas nommé Ashworth spécifiquement. Je ne savais pas alors ce que cela signifiait. Le silence était total. Son nom, dit Gideon très doucement. Peon, David Peaton. Il dirige l'imprimerie de Narrowgate Street. Gideon ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, elle y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une sorte de terrible soulagement. C'est le lien que nous n'avons pas pu établir. Pemberton était l'agent récepteur. Comment est-il lié à Ashworth? Il s'arrêta. Eloane, vos brochures. Si Ashworth sait que vous avez correspondu avec Peaton, il aurait une raison de fouiller cette maison, dit-elle. Oui, j'y avais pensé. Il la regardait avec une expression qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer. Ce n'était pas exactement de l'inquiétude. Quelque chose dont tu n'avais pas peur, dit-il. J'ai extrêmement peur, corrigea-t-elle. Je suis simplement fonctionnel malgré cela. Mon père m'a appris que c'était plus utile. Quelque chose passa sur son visage. Il tendit la main puis s'arrêta, la posant la place sur la table entre eux, près de la sienne, mais sans la toucher. J'aurais dû te le dire plus tôt, dit-il. Qui j'étais, ce que je faisais. Tu avais le droit de savoir le danger que tu courais en m'hébergeant. Tu avais fait un serment de confidentialité. J'avais un serment de confidentialité. Il regarda sa main. À plusieurs moments au cours des 2 dernières semaines, il s'était senti extrêmement inadéquat. Elle retourna sa main, paume vers le haut. Il y posa sa main avec précaution, comme si elle pouvait changer d'avis, et sa prise était chaleureuse, assurée et pleine d'une chose dont elle décida à ce moment-là de ne plus se méfier. « Dis-moi, dit-elle, ce que tu dois faire pour en finir avec ça. Je dois me rendre à Londres. Je dois transmettre ce que je sais, y compris le lien avec Pimpton, aux hommes qui enquêtent sur Ashworth. Je dois le faire avant qu'Ashworth ne passe à l'action contre moi. » Il marqua une pause. « J'avais prévu de partir demain. Avant cela, pars cette nuit, dit-elle. » Elle sentit que ces mots lui coûtaient quelque chose alors qu'elle les prononçait, car il faisait nuit et les routes étaient désertes. Prendre la route nord vers Berwick-Lawan. Non. Sa voix était plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Ne dis pas ce que tu vas dire. Un silence. J'allais dire, dit-il doucement. Que je reviendrai, dit-elle en le regardant. Ce n'est pas quelque chose que je dis à la légère, dit-il.
Je ne suis pas sûr de l'avoir déjà dit dans un contexte qui comptait. Sa main autour de la sienne se resserra légèrement. Mais je le dis maintenant, je reviendrai. Elle scruta son visage comme elle avait appris à le faire au cours des 18 derniers jours. Les indices qu'elle avait repérés. La façon dont sa mâchoire se crispait lorsqu'il souffrait sans l'admettre. La façon dont sa voix devenait monotone lorsqu'il était très précis sur quelque chose qu'il ressentait profondément. Il n'y avait aucune monotonie à présent. « Tu auras besoin de nourriture pour la route, dit-elle enfin. Et je dois soigner cette blessure avant ton départ. Ça va faire mal. Ne fais pas le noble. Dis-moi si je te fais mal. » Il la regarda encore un instant. « Eloan Radcliffe, Major Remington. »« Tu es, dit-il lentement, comme s'il choisissait ses mots avec soin, la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée en 32 ans de rencontre. » Elle sentit la chaleur de ses mots la traverser depuis leurs mains jointes. « Cela place la barre assez bas, dit-elle. Vous avez passé la plupart de ces années dans l'armée, dit-il en riant. Le vrai cette fois, complet, inattendu, sans retenue, et c'était le plus beau son que la maison ait produit depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvienne. Elle l'embrassa la première. Elle en était assez certaine en y repensant plus tard. Elle se pencha par-dessus la table et l'embrassa, et il y eut un moment de silence absolu. Puis il l'embrassa en retour avec une intensité et une tendresse qui donnaient au mot « extraordinaire » le sentiment d'être le début de quelque chose plutôt que la fin. Il avait le goût du thé et de la fumée de bois de la soirée. Sa main se posa sur son visage avec précaution, comme elle le ferait avec une blessure qu'elle ne voulait pas aggraver. Elle sentit la légère rugosité de son pouce contre sa mâchoire, la chaleur de sa paume et sa présence réelle qui, après 22 jours, avait encore quelque chose de surprenant. Elle se recula la première. Ses yeux étaient ouverts. Ils étaient ombres à la lueur du feu. Dans l'attente. « Pars cette nuit, dit-elle d'une voix à peine audible. Reviens. » Il enfila son manteau. À la porte, il se retourna une dernière fois. « Les brochures, dit-il. Elles sont tombées. Oui, continue à les écrire. » Elle sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. Il partit. Elle en compta 50. La colonne traversa la lande et elle était déjà à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de thé intacte, non pas parce qu'elle voulait du thé, mais parce qu'elle avait besoin de s'occuper les mains. Pig était descendu, avait vu les soldats et avait immédiatement pâli. Oncle Silas apparut dans l'embrasure de la porte, coiffé de son bonnet de nuit, l'air profondément inquiet, ce qu'il exprimait à la manière des personnes âgées, avec une apparence de confusion. « Peg, dit Eloan, emmène oncle Silas dans le salon et mette-le à l'aise. Apporte-lui son couteau à bois. Ne sors pas avant que je t'appelle. »« Mais mademoiselle Peg, dit-elle en croisant le regard de la jeune fille, s'il te plaît. » Peg partit. Eloan se leva. Peg partit. Eloan se leva. Elle lissa sa robe, un geste futile et tout à fait inutile, mais elle le fit quand même. Elle alla à la porte d'entrée et l'ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, car elle avait décidé quelque part dans la nuit qu'elle ne les laisserait pas venir à elle. Elle irait à leur rencontre, et ce n'était pas rien. L'homme en tête de la colonne était sur un cheval gris. Il avait peut-être 50 ans, avec une allure de soldat et un visage froid d'assesseur. Son uniforme était impeccable. Il la dévisagea comme s'il faisait l'inventaire. « Mademoiselle Radcliffe, dit-il, « oui, colonel Edmund Ashworth, j'ai des raisons de croire que vous hébergez un fugitif recherché par les autorités militaires, un homme du nom de Major Gideon Remington, qui a déserté son poste et est recherché pour être interrogé. » Elle le regarda. « Dester? » Le mot eut exactement l'effet escompté. En réponse à toute question qu'elle aurait pu poser sur la véritable nature de cette visite, « Je crains, dit-elle, que vous ayez été mal informé. Il n'y a personne d'autre dans cette maison que moi-même, mon oncle âgé et ma femme de chambre. » Elle marqua une pause. « Vous pouvez fouiller la maison, bien sûr. Je n'ai rien à cacher. » Il la regarda longuement. Elle garda un visage impassible. Elle était remarquablement mauvaise menteuse et elle le savait. Elle avait donc décidé de ne pas mentir. Chaque mot qu'elle venait de prononcer était vrai. « Nous allons fouiller, dit Ashworth. »« Bien sûr, répondit-elle. » Ils fouillèrent pendant 2 heures. Elle resta debout dans la cuisine, buvant son thé qui avait refroidi, et les écouta se déplacer dans la maison. Elle les entendit dans la bibliothèque de son père. Elle les entendit dans sa propre chambre. Elle les entendit à un moment donné dans la salle d'examen, la pièce qui sentait encore le camphre et le romarin, et maintenant aussi très faiblement l'homme qui s'y était rétabli. Ils ne trouvèrent rien. Il n'y avait rien à trouver. Quand ils partirent, elle entra et s'assit à son bureau. Ses mains tremblaient maintenant, ce qui était permis. Elle était seule. Elle sortit une feuille de papier vierge. Elle prit sa plume. Elle commença à écrire.
Le sergent Croft arriva 3 jours plus tard avec une lettre et une contusion à la mâchoire qu'il refusa d'expliquer. La lettre était brève. Les preuves ont été remises. L'affaire suit son cours. Ashworth sait que je suis en vie et en contact avec Londres, et il agira contre toute cible disponible pour ralentir le processus. Je pense que vous comprenez ce que cela signifie. Soyez prudent. J'ai l'intention d'être à Northland avant la fin du mois. Bon sang, elle la lut 2 fois, la plia, la glissa dans la couverture de son carnet, qui était l'endroit le plus sûr dont elle disposait. « Comment va-t-il » demanda-t-elle à Croft. « Ses blessures lui causent des problèmes sur la route. Il s'en sort. » Le vieux sergent l'observa. « Il m'a dit, dit-il prudemment, de vous dire qu'il pensait ce qu'il avait dit. Tout. Elle acquiesça. Alors, asseyez-vous, Monsieur Croft. Je vais mettre la bouilloire en route et j'ai besoin de vous parler d'un imprimeur à Elnook et d'un texte très particulier que je m'apprête à publier. » Il s'assit. Il écouta. Ses sourcils se sont levés, sont restés relevés, puis progressivement, une expression s'est répandue sur son visage buriné qu'elle ne pouvait décrire que comme une admiration réticente. « Cela mettra fin à Ashworth ou vous ouvrira de nouvelles portes, » a-t-il dit. « Je sais, » a-t-elle répondu en versant le thé. « J'ai décidé que cela en valait la peine dans tous les cas. » La brochure parut le 14 octobre. Elle ne l'avait pas écrite sous le nom d'Urfel. Elle l'avait écrite sous le nom d'Ello A. Radcliffe, fille du docteur Thomas Radcliffe de Northland, et elle l'avait signée de son nom complet, d'une écriture claire et définitive qu'elle avait apprise dans la même salle où elle avait appris l'anatomie. Il ne s'agissait pas, à proprement parler, une brochure sur les lois sur le blé. C'était un document méticuleux, aussi sec que le sont souvent les documents les plus dévastateurs, décrivant ce qu'elle savait d'un colonel de l'armée de Sa Majesté, qui avait vendu les positions des troupes britanniques à des agents bonapartistes, le réseau par lequel les renseignements avaient été transmis à l'agent de l'imprimeur, qui avait été le canal de réception, et les noms qui reliaient la chaîne. C'était aussi inévitablement un document qui révélait qu'elle savait cela, parce qu'elle avait passé 3 semaines à soigner un agent du ministère de la Guerre, tout en correspondant avec le dit agent de l'imprimeur au sujet des lois sur le blé. Elle l'envoya par le réseau Methodist Courier Network, l'un des nombreux outils utiles que ses correspondants réformateurs avaient mis en place à 3 journaux distincts à Londres, Édimbourg et Newcastle simultanément. Elle en informa Croft, qui pâlit légèrement, puis Tabitha Halt, qui pâlit considérablement. Celle-ci lui saisit les mains et lui dit « Quoi qu'il arrive, je suis entièrement de ton côté. » Elle en informa l'oncle Silas, qui cessa de tailler son bois, la regarda longuement et lui dit « Ton père aurait fait la même chose, Ellie, différemment, probablement pire. Il l'aurait fait lors d'une réunion publique où tout le monde aurait pu lui crier dessus. » Elle rit franchement. Le genre de rire qui fait un peu mal, plus profondément que l'amusement. Puis elle s'assit pour attendre. Le colonel Ashworth arriva le 17, non pas avec 50 soldats cette fois-ci, mais avec 6, un magistrat et une expression qui avait dépassé la froideur pour devenir quelque chose qui, selon elle, en le regardant s'approcher depuis la fenêtre, frôlait la peur. Les gens qui ont des raisons d'avoir peur ont souvent l'air en colère. Elle l'avait remarqué. Elle sortit à sa rencontre. Même démarche, même robe élégante, tout aussi futile la 2e fois. « Mademoiselle Radcliffe, dit Ashworth, vous avez publié un ouvrage séditieux. J'ai publié un compte rendu factuel. » Elle répondit, étayé par des preuves. « La distinction est importante, colonel. Vous n'avez aucune preuve. J'ai la correspondance entre moi-même et David Peaton, agent des imprimeurs d'Elwick, dans laquelle il décrit, dans ses propres mots, la nature des transactions qu'il a facilitées entre 1814 et 1815. J'ai une comptabilité partielle qu'il m'a envoyée et qui nomme votre associé à Bruges. » Elle fit une pause. « On m'a dit que le ministère de la Guerre avait le reste. Je pense qu'ils sont plus complets que ma partie. » Son visage avait pris plusieurs couleurs. Il s'était fixé sur un gris qui l'intéressait d'un point de vue clinique. « Ce testament, commença-t-il. « Ce testament suivra son cours, dit-elle. » Sa voix était calme. Elle réalisa avec une certaine surprise qu'elle était parfaitement calme. Ce n'était pas le calme qu'elle avait réussi à afficher lors de sa première visite, mais un calme authentique, celui qui vient du fait d'avoir déjà décidé que le pire scénario possible était acceptable. « Je vous suggère, colonel, de parler à votre représentant légal, puis je vous suggère de considérer qu'il est plutôt difficile de revenir sur des preuves envoyées simultanément à 3 journaux.
Le magistrat, à son honneur, semblait extrêmement mal à l'aise. Ashworth dit plusieurs choses. Elle choisit de ne pas en tenir compte. Puis il partit. Elle resta longtemps debout à la porte de Fell House après le départ des chevaux, écoutant le silence revenir dans la morgue, le vent descendre des cheviates, le curru quelque part au-dessus, la cloche lointaine d'un mouton chef-boat, et elle prit lentement conscience que ses genoux n'étaient pas tout à fait fiables. Elle s'assit sur la marche. Elle se prit le visage dans les mains. Elle ne pleura pas. Elle respira lentement et prudemment, comme elle avait dit à Gideon de respirer quand la douleur était forte, et l'air froid sentait la fumée de Pete et l'automne qui approchait, et elle resta assise là jusqu'à ce que ses genoux se souviennent de leur fonction. Elle était toujours assise là quand elle entendit des bruits de sabots. Pas beaucoup, un cheval qui arrivait rapidement. Elle leva les yeux. Elle le reconnut de loin, comme on reconnaît le bruit particulier d'une porte que l'on attendait. Avant même d'y penser, avant même de le reconnaître, le corps sait, tout simplement. Il chevauchait à toute allure, penché en avant, et elle remarqua même de loin qu'il n'était pas encore complètement guéri. Elle voyait que son côté gauche était légèrement déformé et qu'il le tenait avec précaution. Il s'arrêta à la barrière, il mit pied à la terre, ce qui lui coûta un effort du côté gauche. Elle le vit dans la retenue de son mouvement, dans le contrôle qu'il exerçait sur lui-même. Il ouvrit la barrière, entra et s'arrêta lorsqu'il la vit assise sur la marche. Elle se leva. Ils se regardèrent. Il était plus mince qu'auparavant. La route, la blessure et tout ce qui s'était passé à Londres lui avaient pris quelque chose qui lui reviendrait avec le temps. Et elle ressentit la douleur spécifique d'une guérisseuse confrontée à des dommages qu'elle n'avait pas été là pour empêcher. « La brochure, dit-il. Oui. Tu as signé de ton nom? Oui. » Il la regarda longuement. « Le ministère de la guerre à Ashworth. Les preuves sont suffisantes. L'affaire? » Il s'arrêta. Quelque chose passa sur son visage. « Eloan, tu n'étais pas obligé. Je sais. Vous vous êtes exposé. Votre correspondance avec Piton. Votre identité en tant qu'auteur de pamphlets. Je sais qu'il y aura des questions. Juridiques, Gideon. » Elle le dit de la même manière que la première fois, testant la forme, trouvant que c'était de la même. « Je sais ce que j'ai fait. J'avais les mêmes informations. Vous risquiez votre vie pour les transporter à Londres. Il semblait plutôt inutile de ne pas les utiliser. » Ses yeux gris-verts faisaient ce qu'elle avait appris à faire en 22 jours. Cette lecture rapide et approfondie. L'exposition juridique, dit-il plus calmement, sera considérable. Je suis tombée amoureuse pendant 3 ans, dit-elle, écrivant des choses qui devaient être dites et les disant sans mon nom parce que la loi et les coutumes de ce pays rendaient l'utilisation de mon propre nom trop dangereuse. Je suis restée silencieuse ou presque pendant 3 ans. Elle fit une pause. Elle se rendit compte qu'elle n'avait pas fini. Et puis un homme est entré chez moi et il était mourant, Gideon. Il serait mort et je l'ai maintenu en vie. Et en le maintenant en vie, j'ai découvert que le silence ne me protégeait pas. Il me maintenait seulement tranquille. Et j'ai décidé que c'était 2 choses différentes. Elle s'est arrêtée. J'ai décidé que la 2e semaine, j'avais juste besoin d'une occasion pour agir. Il était devenu très calme. Puis il a parcouru la distance qui les séparait et a pris son visage entre ses mains. Son côté gauche protestait. Elle pouvait sentir la retenue en lui et il la regardait avec une expression si sincère que cela faisait presque mal à voir. Elle avait l'impression que quelque chose avait été déposé. Un poids longtemps retenu posé entre eux. « Je t'avais dit que je reviendrais, » dit-il. « Tu es revenu. Le trou est discutable. Je réparerai ce qui doit l'être, dit-elle. J'ai un enfant et un très bon système de notation. » Il fit à nouveau ce bruit, celui qui s'apparente au rire, sans retenue et bref, puis il l'embrassa. Et ce fut différent de la première fois, comme tout est différent quand on sait ce qui est en jeu et qu'on a décidé de continuer malgré tout. Autour d'eux, le vent descendait du Shébi. Le curru lança sa question descendante. Le Moor conservait son silence particulier, pas vide, jamais vide ici, mais imprégné de tout ce dont le paysage avait été témoin au cours des longs siècles de son existence. Les armées, les fermiers, les amants et les murs construits, pour dire ici. Et pas plus loin, et finalement tout cela se résumant à cela. L'air froid, le Greystone de Fell House. 2 personnes debout dans la matinée d'automne, choisissant la chose la plus difficile, la meilleure. Il écrivit au ministère de la Guerre depuis son bureau cet après-midi-là, tandis qu'elle pensait la blessure qui s'était effectivement légèrement rouverte sur la route et qu'elle soigna avec plus d'irritation qu'elle ne le laissait paraître dans sa voix. « Ne bouge pas, dit-elle. Je ne bouge pas. Tu respires plus fort que nécessaire. J'ai été poignardée à cet endroit il y a 2 mois, et la blessure s'est rouverte à cause de la conduite rapide.
Tu pourras dramatiser dans 1 heure. Pour l'instant, ne bouge pas. Une pause. J'ai presque fini. Il ne bougea pas. Elle termina. Elle s'assit, se lava les mains dans le lavabo et examina la blessure avec l'œil professionnel qu'elle avait appris à utiliser et à noter. Propre, en voie de guérison, survivable, malgré tous ses efforts. C'est fini, dit-elle. Il la regarda par-dessus son épaule. Merci. Cessez de me remercier pour mon travail médical. C'est mon devoir. Non, dit-il. Pas seulement pour cela. Elle croisa son regard. Major Remington, dit-elle prudemment. Hello, Radcliffe, dit-elle prudemment. Hello, N. Radcliffe. Je vais continuer à écrire des pamphlets, dit-elle, sous mon propre nom désormais. Je pense que cela causera beaucoup d'ennuis pendant des années. Je sais. Il évoqua la situation juridique. J'ai une certaine influence. Il dit, sur certaines personnes à Londres qui sont actuellement plutôt disposées à considérer la personne qui leur a remis, le colonel Edmund Ashworth, avec une certaine gratitude, une pause, une influence non illimitée, mais certaine. Elle le regarda et le reste. L'inconvénient d'être lié à une femme qui écrit des brochures séditieuses. Pas séditieuses, dit-il. Factueuses, la distinction est importante. Il souriait presque. Je crois avoir entendu quelqu'un faire cette remarque récemment. Elle sentit la chaleur de ses mots la traverser, cette chaleur particulière qui n'est pas une question de température, mais autre chose, la chaleur d'être connu. J'aimerais, dit-il plus doucement, rester dans le Northumberland pendant que l'affaire suit son cours, et que mon flanc guérisse et il s'interrompit. Il reprit avec le soin qu'il prenait lorsqu'il voulait dire quelque chose de précis. J'aimerais rester plus longtemps que cela, si tu me le permets. Elle regarda son visage plus mince et marqué par les épreuves, qui la regardait avec une gravité qui ne cachait absolument rien. La salle d'examen est libre, dit-elle. La charnière dans le couloir à l'étage s'est encore détachée. Il rit. Cette fois, la version complète, la vraie. Elle emplissait la pièce, emplissait la maison, pensa-t-elle. Le genre de son qu'une maison trop longtemps silencieuse accueille comme une chaleur. Oui, dit-il quand il le put. D'accord, oui. 6 mois plus tard, mars 1816. La lumière du matin pénétrait faiblement et timidement, comme toujours en mars dans le Northumberland, comme si elle essayait la porte avant de s'engager. Hello et Radcliffe. Elle était toujours Radcliffe. Ils s'étaient mariés en décembre dans l'église du village, avec une licence spéciale, Tabitha Holt pleurant de joie au premier rang et Peg se retenant à peine de pleurer à l'arrière. One et l'oncle Silas, qui sculptaient une petite figurine de cheval comme cadeau, techniquement inachevée, se tenaient à la fenêtre orientée à l'est de Fell House et regardaient la lande. Elle rédigeait d'abord une lettre dans sa tête, comme elle le faisait toujours, assemblant ses arguments, testant la forme des phrases avant de les coucher sur le papier. Elle devait être publiée dans l'Edinburgh Review, en réponse à un discours parlementaire et à la proposition de réforme du prix des Scoréales. Sa nouvelle clarté juridique lui avait donné de nombreuses opinions sur les discours parlementaires. Ayr Fell n'était plus un secret. Il était comme tous les secrets dévoilés. Il était plus intéressant en tant que fait public qu'il ne l'avait été en tant que fiction privée. Il avait fait sensation. Une fois que les journaux eurent fini de traiter l'affaire Ashworth et eurent tourné leur attention vers la femme derrière le pseudonyme, elle reçut des lettres d'autres femmes écrivains, de réformateurs qui voulaient l'entendre s'exprimer dans leur comité, et d'un homme très perplexe d'Édimbourg, qui avait correspondu avec Ayr Fell pendant 18 mois, en pensant qu'il écrivait à un économiste agricole masculin. Elle lui avait écrit une très belle lettre. Il avait répondu qu'il était encore en train de la lire. Le courrier d'Enwick, dit Gideon depuis le seuil de la porte. Elle se retourna. Il tenait une liasse de lettres. Elle remarqua également, avec son œil professionnel qu'elle ne pouvait pas complètement éteindre, qu'il bougeait son côté gauche avec plus de liberté qu'il ne le faisait il y a encore un mois. Le repos hivernal avait fait son œuvre. Elle le trouvait, non pas pour la première fois, mais à chaque fois avec la fraîcheur d'une chose nouvelle, extraordinairement beau dans la lumière du matin. « Quelque chose d'intéressant ?» demanda-t-elle. « 3 réponses à votre dernier article sur l'enclosure. L'une d'une députée qui aimerait avoir votre avis sur un amendement proposé, si vous avez le temps. » Il marqua une pause. Pia Whitmore, à Édimbourg, qui dit écrire sous un pseudonyme depuis 6 ans et aimerait savoir comment vous avez réussi à passer à votre propre nom sans perdre complètement votre sang-froid. Dites-lui qu'il est utile d'avoir déjà fait la chose effrayante avant de savoir que vous l'avez faite. Je lui transmettrai. Il s'approcha de la fenêtre et se tint à côté d'elle. Elle sentit sa chaleur et la qualité particulière de son silence, qu'elle avait appris à connaître aussi intimement que sa voix,
à lire aussi bien que son visage, avec toutes ses nuances de pensée et d'attention, et sa présence simple et sans complication. Dehors, la lande commençait son lent changement saisonnier. Les fougères étaient encore rouillées par l'hiver, mais des taches de vert apparaissaient, et la lumière, bien que faible, avait une qualité différente de celle qu'elle avait 6 mois auparavant. Debout à la même fenêtre, comptant les soldats, quelque chose en elle la poussait à aller de l'avant, quelque chose qui disait « continue ». Elle appuya ses doigts contre la vitre froide. Une habitude de toute une vie, une salutation ou une mesure. Elle n'avait jamais su exactement laquelle. « À quoi penses-tu » demanda Gideon. « Je pensais au mur » répondit-elle. « Mon père disait que c'était le meilleur endroit au monde pour réfléchir, car on était assis à la frontière entre deux conceptions différentes de la civilisation. » Il resta silencieux. « Alors, de quel côté étais-tu » ? « Je t'ai dit que techniquement, du côté romain. » Il regarda la lande et elle y réfléchit sincèrement. Elle réfléchissait toujours sincèrement. Elle semblait constitutionnellement incapable d'agir autrement. Elle réfléchit à ce que signifiait être d'un côté, puis à une série de petites décisions qui, cumulées, en formaient une irrévocable. Se découvrir non plus comme une personne qui se tient d'un côté du mur, mais comme une personne qui remarque que le mortier entre les pierres a quelque chose à enseigner. « Les deux, dit-elle. Je pense que c'est la réponse. Les deux côtés simultanément, en pleine conscience de la contradiction. » Elle sentit qu'il souriait. Elle ne le regardait pas, mais elle avait appris au cours des 6 derniers mois à reconnaître la chaleur dans l'air à côté d'elle lorsque cela se produisait. « Eloan, dit-il. Major Remington. » Sandy le dit comme il disait la plupart des choses qui lui importaient, directement, sans fioriture, laissant le poids des mots parler d'eux-mêmes. Je voulais le dire pendant que la lumière était comme ça, et qu'il n'y avait aucune urgence, juste ça. Elle se détourna de la fenêtre. Il la regardait avec ses yeux gris-verts qui s'étaient ouverts sur son visage le 3e jour de sa fièvre et avait rapidement tout catalogué. Et elle savait maintenant que cela ne s'était jamais vraiment arrêté. Elle était toujours en train d'être cataloguée. Elle pensait qu'elle le serait probablement indéfiniment et se rendit compte que cela ne la dérangeait pas du tout. « Je t'aime, dit-elle. » Ce sentiment était apparu vers la 2e semaine. Je l'attribuais au manque de sommeil aussi longtemps que je pouvais le croire crédible. Et puis, un homme que je connaissais à peine dit « N'arrête pas de les écrire ». Et il est sorti dans l'obscurité. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de cette maison et j'ai pensé « Bon, c'est fini alors ». Il tendit la main et prit la sienne, la même main qu'elle avait posée paume vers le haut sur la table entre eux, le même geste, et la tint avec la même certitude prudente. Dehors, le curru lança son cri descendant. Sa question sans réponse traversa la lande et disparut dans la distance grise du matin. Elwyn Radcliffe se retourna vers la fenêtre. Le moor s'étendait devant l'homme ancien, complexe, rempli de tout ce dont il avait été témoin et refusait de parler, gardant son silence particulier comme il l'avait toujours fait et le ferait toujours, n'exigeant rien des gens qu'il contenait, sauf qu'ils y prêtent attention. Elle y prêtait attention. Elle l'avait toujours fait.